Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour la présentation de la loi de finances 2021 à l'initiative de l'Ordre des experts comptables de la région Grand Est, des organismes de gestion agréés, le CGA Alsace et le CPG et en partenariat avec les notaires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette présentation est découpée en 3 émissions distinctes. Nous traiterons dans cette séquence des mesures prises pour les particuliers, les dispositions concernant les entreprises et celles liées à la crise sanitaire feront l'objet d'une prochaine séquence. Pour éclairer sur ces sujets, j'ai le plaisir de saluer Sébastien Bache, bonjour, notaire. Bonjour Didier. Et Franck Naffien, expert comptable. Bonjour Didier, bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, avant de commencer, 2 précisions importantes. La documentation qui a été réalisée donc par les partenaires pour cette préparation de cette opération sera disponible en ligne sur les sites web des différents par l'organisateur de cette conférence sous forme d'un PDF. Nous vous invitons évidemment très chaleureusement à vous en saisir. Il sera également possible de poser des questions par l'intermédiaire de ces mêmes sites avec évidemment aussi des réponses de nos experts. Voilà, nous en démarrons cette fois-ci vraiment cette séquence avec vous, Franck. Les barèmes de l'impôt sur le revenu. Et alors, pas de grande surprise dans la loi de finances concernant les barèmes sur l'impôt sur le revenu. D'ailleurs, on n'attendait pas de surprise particulière non plus, donc ça tombe bien. Les seuils sont tous relevés de 0,2%, donc qui correspond à une indexation classique. Donc nous avons les différentes tranches, 0%, 11%, 30%, 41% et 45%, sachant que je rappelle que la tranche des 11% est à 11 pour la 2e année consécutive. Avant, c'était 14. Avec vous, Sébastien, du nouveau à propos de mariage et de divorce. Oui, Didier, et plus particulièrement, nous relevons 2 mesures concernant les versements effectués entre personnes divorcées ou entre personnes séparées mais non divorcées. S'agissant des couples divorcés, il a toujours existé un mécanisme de prestation compensatoire avec une qualification double, soit une prestation compensatoire versée en capital, soit une prestation versée sous forme de rente. À mi-chemin entre les deux, il existe également le dispositif de prestation compensatoire mixte, c'est-à-dire versée pour partie sous forme de capital et pour partie sous forme de rente. Dans l'état des dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2020, il existait une discrimination des prestations compensatoires mixtes qui n'ouvraient pas droit au bénéfice de la réduction d'impôt liée aux prestations versées en capital. Le Conseil constitutionnel, par une décision du 31 janvier 2020, a déclaré cette exclusion contraire à la Constitution. Tirant la conclusion donc de cette décision, la loi de finances pour 2021 prévoit que les prestations mixtes ouvrent désormais droit à la réduction d'impôt de 25% du montant des versements effectués dans les 12 mois du divorce, dans la limite d'un plafond de versement de 30 500 €. Corrélativement, ces versements sont assujettis au droit de mutation, soit un droit fixe de 125 €, soit la taxe de publicité foncière en présence de biens immobiliers. S'agissant ensuite des versements intervenant entre époux non divorcés mais séparés au titre de la contribution aux charges du mariage. Antérieurement, les versements spontanés n'étaient pas déductibles des revenus de celui qui versait cette somme. N'étaient déductibles que les contributions fixées par décision de justice. Là encore, le Conseil constitutionnel, dans une décision cette fois du 28 mai 2020, a déclaré cette exclusion contraire à la Constitution. Et désormais, les sommes versées au titre de la contribution aux charges du mariage seront déductibles du revenu de l'époux débiteur et imposables chez l'époux bénéficiaire, même lorsque le montant n'aura pas été fixé par décision de justice. Et sur ces 2 sujets, nous avons rencontré Maître Pin. Sur les divorces, des mesures sont prises pour alléger le droit de partage qui pèse lourdement dans le budget des époux lorsqu'ils sont amenés à se séparer. On a donc une première étape dans la baisse de ce droit de partage qui passe de 2,5% à 1,8%. C'est effectivement notre rôle de conseil que de conseiller le public sur ces différents points qui sont quand même importants dans le package global et le coût global de leur séparation. Franck, quoi de neuf cette fois-ci en ce qui concerne l'impôt sur le revenu ? Quelques petites mesures d'ajustement avec notamment une majoration pour les revenus qu'on appelle réputés distribués, c'est-à-dire des revenus un peu occultes, des rémunérations excessives qui ne sont pas déductibles, des revenus qui proviennent aussi de participation dans des filiales qui sont dans des pays à fiscalité privilégiée. Donc tous ces revenus qui sont réputés différés, la loi de finances prévoyait à partir de 2018 une majoration de 25%, mais que dans certains cas particuliers. Maintenant, la loi de finances pour 2021 indique que systématiquement, ces revenus sont majorés de 25% pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Autre mesure
qui risque, elle, d'être un petit peu plus d'actualité malheureusement, c'est que se passe-t-il lorsque l'on fait une réduction de capital pour le ramener à zéro ? Ça, c'est notamment utilisé dans des sociétés qui peuvent avoir des difficultés financières et qui font ce qu'on appelle parfois un coup d'accordéon. On réduit le capital pour le recréer après. Jusqu'à présent, la perte, la moins-value réalisée sur les titres lors de cette annulation de capital ne pouvait pas être imputée sur une autre plus-value. La loi de finances pour 2021 prévoit maintenant que cette réduction au capital, cette moins-value, est imputable systématiquement sur d'autres plus-values de même nature. Merci pour ces précisions. Il y a encore d'autres petites nouvelles, je crois, qui concernent l'impôt sur le revenu. Voilà, la réduction d'impôt en cas de souscription au capital des PME. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a donc une réduction qu'on appelle la réduction IR Madelin PME. Lorsque l'on souscrit au capital d'une entreprise nommée PME au sens européen, on bénéficie d'une réduction d'impôt. Cette réduction d'impôt qui était de 18% est passée à 25% depuis l'année dernière, mais c'était valable que jusqu'au 31 décembre 2020. La loi de finances 2021 proroge ce taux de 25% jusqu'au 31 décembre 2020. T1 et l'étend d'ailleurs aux entreprises qui ont une utilité sociale. Merci Franck, nous allons changer de thématique. Avec vous Sébastien, venons-en au logement et à l'immobilier. Oui, et commençons tout d'abord par une des mesures phares du président Macron, à savoir la réforme de la taxe d'habitation. Même s'il n'y a pas de nouveauté à proprement parler dans la loi de finances 2021, on rappelle que la loi de finances 2018 avait initié un dégrèvement progressif de taxes d'habitation avec pour objectif in fine de dispenser environ 80% des foyers fiscaux les plus modestes. Ensuite, la loi de finances 2020 a continué ce mouvement en organisant les modalités d'une suppression progressive de taxes d'habitation sur la résidence principale pour tous les redevables, quel que soit leur niveau de revenu, en prévoyant un calendrier qui nous concerne donc tous pour cette année 2021. En 2023, nous constatons que nous serons au stade de l'exonération totale de tous les foyers fiscaux de taxes d'habitation pour la résidence principale et la taxe d'habitation ne concernera plus que les locaux autres que la résidence principale. Enfin, pour les retardataires, je précise que les contribuables n'avaient que jusqu'au 15 décembre 2020 pour moduler leur taxe d'habitation 2021. Sur ces questions relatives au logement, nous écoutons à nouveau Maître Pin. Pas de grandes nouveautés cette année, mais effectivement, on va toujours aller un petit peu plus loin dans les mesures vertes. Sur le logement, et notamment l'investissement locatif, la nouveauté est la prolongation de la loi Pinel, bien qu'elle soit plus encadrée, notamment les maisons individuelles ne sont plus éligibles à ce dispositif, mais il reste possible encore d'investir dans l'immobilier de défiscalisation Pinel, dans les appartements, les lots de copropriété. Le conseil que je donne à mes clients, c'est effectivement de profiter de ces mesures, de ces crédits d'impôt qui sont liés aux travaux d'économie d'énergie verte. Alors Sébastien, le dispositif Pinel n'en finit pas de rebondir. Oui, effectivement, comme chaque année, ce dispositif connaît son petit ajustement. Pour rappel rapide, donc, le dispositif de fiscalisation Pinel octroie une réduction d'impôt calculée en fonction du prix d'achat d'un bien immobilier, de la durée d'engagement locatif aux contribuables qui investissent entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020 dans un logement situé dans le secteur intermédiaire. L'article 168 de la loi de finances 2021 proroge ce dispositif pour une période de 3 années, qui sera donc applicable jusqu'au 31 décembre 2024. Cette prolongation devrait être la dernière avant une entre guillemets, transition vers un dispositif plus efficient qui devra faire l'objet d'un rapport au Parlement avant le 31 mars 2021. Corrélativement à cette prorogation, le taux de réduction d'impôt sera progressivement réduit pour les investissements réalisés en 2023 et 2024. Je précise enfin que le dispositif de réduction d'impôt est maintenu inchangé jusqu'en 2024 pour 2 types d'investissements. Les biens qualifiés de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, le fameux acronyme QPPPV, dont la liste est fixée par 2 décrets du 30 décembre 2014. Également les logements qui satisfont à des normes environnementales exemplaires, c'est-à-dire des normes supérieures à ceux des labels actuels HPE et BBC. De même, les investissements réalisés dans le cadre du dispositif de Normandie ancien ne sont pas concernés par cette mesure. Pinel rebondit.
En revanche, Franck, cette fois-ci, le CITE va disparaître. Et oui, c'était un grand classique de la loi de finances. Tous les ans, nous avions des mesures relatives au CITE. Cette fois-ci, le CITE est mort, définitivement. Vive ma prime rénov' qui le remplace. Donc, au lieu d'avoir un contrôle a posteriori du CITE avec des risques de redressement, les dépenses liées aux mesures énergétiques bénéficient maintenant d'une prime qui est accordée par l'ANA sous condition de ressources et qui est étudiée avant la mise en place du dossier. Ce qui est sûr, c'est comme il y a des conditions de ressources, on est garanti que moins de personnes en seront éligibles. La loi de finances pour 2021 prévoit aussi la création d'un nouveau crédit d'impôt pour les contribuables qui veulent installer des bornes de recharge électrique chez eux dans leur résidence principale ou secondaire. Ce crédit d'impôt est égal à 75% de la dépense éligible avec un plafond de 300 €. Alors Sébastien, il y a un nouveau dispositif sur le régime d'exonération des plus-values immobilières en cas de cession d'immeubles destinés au logement social. J'ai pris mes pompes parce que sinon c'était un peu trop compliqué pour moi. Par contre, en revanche, vous allez nous expliquer pour rendre ça intelligible, si possible en bref, parce que c'est assez rare, je pense. Je l'espère, et ce n'est pas si rare. En fait, on a deux petites modifications pour le dispositif qui existe au 7e et 8e de l'article 150U grand 2 du Code général des impôts, donc ce qui est imbuvable pour le commun des mortels, mais qui est bien connu des notaires en matière de plus-value immobilière. Au 7e, s'agissant de l'exonération de plus-value pour les cessions consenties à un organisme HLM ou à tout autre cessionnaire listé à cet article, une légère modification puisqu'en cas de cession directement à un organisme HLM, le délai de l'engagement de construire les logements sociaux est porté de 4 à 10 ans, tandis qu'il reste maintenu à 4 ans pour les autres cessionnaires. Par ailleurs, et peu importe la qualité de l'acquéreur, le montant de l'exonération devra être calculé lors de la vente au prorata de la surface habitable des logements sociaux que l'acquéreur s'engage à construire, ramené à la surface totale des constructions, donc au projet global, mentionné au permis de construire. S'agissant du 8e, il est très similaire. Il s'agit du dispositif de cession de biens immobiliers par des particuliers à des collectivités territoriales qui s'engagent à rétrocéder le bien à l'un des organismes limitativement énumérés au 7e. La nouvelle mesure, à la marge, encore une fois, est celle consistant à instaurer l'obligation dès la vente à la collectivité territoriale, alors que celle-ci n'est qu'un intermédiaire finalement, puisqu'elle s'engage à rétrocéder, obligation donc de faire figurer dans l'acte de vente la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits par l'acquéreur final pour permettre de calculer la fraction de plus-value exonérée. Alors pour les détails, je vous invite à consulter le PDF qui est donc accessible sur les sites des différents organisateurs de cette conférence. Ce sera sans doute nécessaire. Alors Sébastien, je reste quand même avec vous pour la prorogation de l'exonération temporaire des plus-values de cession d'un droit de surélévation. Oui, c'est une mesure prévue par l'article 37 de la loi de finances 2021. Pour rappel, la plus-value réalisée lors de la cession d'un droit de surélévation est exonérée à la double condition. 1. Que le cessionnaire soit une personne physique assujettie à l'impôt sur le revenu ou une personne morale translucide fiscalement. Seconde condition, que l'acquéreur s'engage à créer et achever des locaux à usage d'habitation dans les 4 ans de l'acquisition du droit de surélévation. Ce régime, qui était applicable aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2020, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2022. C'est un régime qui peut être intéressant dans les centres-villes, des grandes villes, pour combler les dents creuses d'immeubles ou les immeubles en dents de scie. Toujours avec vous, Sébastien, chaque année, la loi de finances nous invente des acronymes absolument délicieux. Là, cette année, nos technocrates nous ont inventé les ortes et les goûts. Alors, je ne vous parle des couleurs, évidemment, mais ça veut dire quoi, ces trucs-là? C'est effectivement une nouveauté sur laquelle nous ne nous attarderons pas. L'article 37 crée un abattement exceptionnel sur les plus-values constatées lors de la cession d'immeubles situés dans les périmètres des grandes opérations d'urbanisme, l'acronyme GOU, ou les opérations de revitalisation du territoire, ORT. À notre connaissance, il n'y a pas de GOU ou d'ORT en Alsace, mais vous retrouverez les détails de la mesure dans le fascicule effectivement, qui sera mis à votre disposition. Par contre, plus intéressant, même s'il ne relevant pas directement de la fiscalité des particuliers, nous pouvons relever l'aménagement du régime des plus-values de cession d'immeubles professionnels par une société soumise à l'impôt sur les sociétés destinée à être transformée en logement. Initialement, ces plus-values réalisées jusqu'au 31 décembre 2020 par les sociétés soumises à l'IS à l'occasion de la vente au profit de certaines personnes limitativement énumérées, d'un local à usage professionnel ou d'un terrain à bâtir, étaient imposées au taux réduit de 19% lorsque l'acquéreur s'engageait dans l'acte d'achat à transformer l'immeuble acquis en un immeuble à usage d'habitation dans un délai de 4 ans.
L'article 25 de la loi de finances 2021 prolonge tout d'abord ce dispositif applicable donc désormais jusqu'au 31 décembre 2022. L'article 17 de la loi de finances, quant à lui, instaure la possibilité pour l'acquéreur de l'immeuble ou du terrain de demander une prolongation exceptionnelle du délai de 4 ans qui lui est imparti pour construire ou transformer les locaux. Ainsi, l'acquéreur peut demander au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble une prolongation pour une durée n'excédant pas 1 an, sachant que cette prolongation peut elle-même, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois. En pratique, l'achèvement des locaux pourra donc intervenir dans un délai maximum de 6 ans. Merci. Alors, le Brexit, autre grand thème d'actualité de cette année 2021, s'invite dans la loi de finances, Sébastien. Oui, au titre des conséquences du Brexit sur les résidents fiscaux britanniques assujettis aux plus-values mobilières ou immobilières en France, nous pouvons d'abord rappeler qu'il existait un accord de retrait prévoyant des dispositions transitoires applicables jusqu'au 31 décembre 2020. Désormais, donc, depuis le 1er janvier 2021, ces dispositions transitoires sont arrivées à expiration. En conséquence, le Royaume-Uni est considéré comme un État tiers à l'Union européenne et les résidents fiscaux britanniques auront 2 conséquences. La première, c'est qu'ils seront assujettis aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2%. Ils ne bénéficieront donc plus de l'exonération de CSG, CRDS applicable aux résidents de l'Union. Et l'autre conséquence, en matière de plus-value immobilière, ils auront l'obligation de désigner un représentant fiscal accrédité en France. Nous avons abordé ce sujet avec la directrice de la DGFiP, Mme Coulonja, qui va également donner quelques précisions sur les aides que l'administration peut apporter aux entreprises dans le cadre du Brexit. Une nouveauté dont on parle depuis plusieurs années, mais qui est effective depuis le 1er janvier 2021, c'est le Brexit et les conséquences économiques et commerciales, fiscales également, que ça peut avoir sur les acteurs économiques, que sont aussi bien les entreprises que les particuliers, pour tout ce qui est conséquences fiscales notamment. Nous avons mis en place, il y a des sites comme impôts.gouv ou brexit.gouv qui permettent de renseigner, mais également les services des finances des locaux, que sont les services des impôts des entreprises, ou notre service de fiscalité internationale, peuvent également accompagner les entreprises ou les usagers qui auraient besoin de conseils sur cette disposition. Voilà, nous enchaînons avec les mesures liées au patrimoine. Sébastien, c'est toujours avec vous et c'est sur ces sujets-là que dit la loi de finances. Alors, nous commençons tout d'abord par une mesure qui n'est pas à proprement parler dans la loi de finances, mais qui est une jurisprudence importante de la Cour de cassation du 14 octobre 2020, rendue en matière de Dutreil dit transmission. Cet arrêt a été rendu dans un contentieux relatif à une donation réalisée sur des parts d'une société holding animatrice de groupe, mais une holding mixte. Cet arrêt me semble important pour plusieurs raisons. D'abord, au-delà du caractère intéressant dans le domaine spécifique des holdings animatrices, cet arrêt est un arrêt de principe sur le Dutreil transmission lui-même, car il vient confirmer que lorsqu'une société n'est pas purement opérationnelle, qu'elle est à la fois opérationnelle et qu'elle exerce une activité civile ou patrimoniale, alors elle peut être éligible, et il ne s'agit pas d'une éligibilité par tolérance de l'administration, mais bien d'une éligibilité qui découle du droit positif. Et ce droit positif est affirmé par la Cour de cassation de la manière la plus claire qui soit dans l'arrêt du 14 octobre 2020. Ensuite, le second apport de cet arrêt est que naturellement, ces sociétés, qui sont des sociétés mixtes avec une activité opérationnelle et une activité patrimoniale, ne sont éligibles au Dutreil que pour autant que l'activité éligible soit prépondérante. Cet arrêt est intéressant car il vient confirmer que la prépondérance ne repose pas nécessairement sur des critères que l'administration fiscale avait cru pouvoir imposer et qui avaient été sanctionnés par un arrêt Bardin du mois de janvier 2020 par le Conseil d'État, mais qu'elle repose sur un faisceau d'indices qui découle de la nature de l'activité, des conditions de son exercice, donc une appréciation in concreto de chaque cas. L'arrêt est aussi intéressant car il vient confirmer qu'une holding est réputée animatrice, c'est-à-dire qui exerce une activité d'animation de ses filiales, n'est pas éligible par tolérance au régime Dutreil. Elle est également éligible en vertu de la loi, car cette holding est assimilée à une société opérationnelle. Exonération des dons familiaux en espèces, quelques évolutions ?
Oui, là encore, ce n'est pas intégré directement dans la loi de finances 2020, c'est un dispositif issu de la 3e loi de finances rectificative pour 2020 et qui concerne la création d'un dispositif temporaire d'exonération des dons familiaux de sommes d'argent réalisés entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021. Dès lors que la donation est réalisée par des ascendants au profit de descendants ou à défaut de descendants au profit de neveux ou nièces, sous réserve que la somme soit affectée par le donataire dans les 3 mois de la donation à l'une des 3 affectations prescrites par la loi. Première affectation, la souscription au capital de petites entreprises européennes au sens des textes préexistants. Sous réserve également que le donataire y exerce son activité principale s'il s'agit d'une société translucide ou une fonction de direction s'il s'agit d'une société soumise à l'IS. Deuxième affectation possible, la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Troisième, la construction de sa résidence principale par le donataire. Attention, cela ne concerne pas l'acquisition de la résidence principale par le donataire. Ce dispositif permet l'exonération dans une limite de 100 000 € qui s'apprécie par donateur. Cette appréciation au niveau du donateur, il faut être vigilant car elle est contraire aux règles traditionnelles d'appréciation de la fiscalité au niveau du donataire. Elle permettra donc à un même donateur de donner éventuellement à un ou plusieurs donataires, mais dans la limite de 100 000 €. Vous retrouverez un exemple dans le fascicule qui vous sera remis. Et à la demande de nos amis experts comptables, je précise que bien que non rapportable fiscalement, à la succession du donateur en cas de décès de ce dernier dans les 15 ans suivant ce don spécifique, il n'en demeure pas moins que la donation, si elle est faite à un seul de ses enfants, sera rapportable civilement pour assurer l'égalité du partage. Et que seules les donations notariées permettent de déroger aux règles de réévaluation du rapport à opérer par les déclarations de dons manuels qui ne permettent pas une telle dérogation. Je vous renvoie évidemment au PDF, encore une fois disponible avec ces émissions sur les sites des organisateurs. Mais la gestion du patrimoine, ce n'est pas forcément cauchemardesque. Il suffit de s'adresser aux bons endroits. Nous avons rencontré sur ce sujet Maître Ritter. Alors, le premier conseil pour protéger son patrimoine, c'est déjà de venir frapper à la porte de nos études, d'obtenir tous les renseignements. C'est par notre vision et nos connaissances transversales de la situation de nos clients que nous pouvons les rassurer et les accompagner tout au long de cette transmission potentielle. Pour nous, il y a un seul patrimoine, qu'il soit gros, petit, privé, professionnel. Donc c'est l'analyse d'un contrat de mariage, c'est la situation familiale des couples avec des enfants issus de leur union, des couples recomposés. Chaque famille est différente, donc nécessairement chaque conseil est adapté à la situation de nos personnes. Bien, nous parlons maintenant toujours avec vous. C'est un gros morceau là, de bravoure de la part du notaire. Mais après, Franck, vous allez aussi carburer, donc on ne s'inquiète pas. Le régime fiscal de l'enregistrement des testaments authentiques. Oui, l'article 156 de la loi de finances 2020 clarifie les questions qui ont été suscitées par l'enregistrement des testaments authentiques et donations entre époux suite au brouhaha, si je puis me permettre, opéré par l'article 21 de la loi de finances 2020. Ce texte de loi de finances 2020 avait supprimé au 1er janvier 2020 de la formalité obligatoire de l'enregistrement et des droits fixes qui y sont afférents, de nombreux actes, tels que les acceptations, renonciations à succession, inventaires, et ce qui avait amené de nombreux praticiens notaires à considérer que depuis le 1er janvier 2020, les actes qu'ils recevaient et constatant de telles opérations ne donnaient plus lieu à aucun droit et échappaient à tout droit d'enregistrement, y compris sur état. Une telle analyse ne pouvait pas être retenue, pour une double raison. D'une part, sauf disposition contraire, les actes notariés doivent être enregistrés dans le délai d'1 mois à compter de leur date en raison de la qualité de leur auteur. D'autre part, s'ils ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive et qu'ils ne sont pas exonérés, ou spécialement tarifés, ils sont soumis aux droits fixes des actes innommés de 125 €. Quelques précisions avec Maître Pin. En matière de testament, nous avons une mesure qui nous paraît, à nous, notaires, totalement logique et indispensable, c'est que l'enregistrement des testaments interviendra après le décès du testateur et pas avant, le testament étant quand même garanti par le secret professionnel absolu. Alors Sébastien, en très bref, s'il vous plaît, des précisions quant à la notion d'abus de droit. Oui. Alors, nous savons qu'il y a 2 types d'abus de droit qui se rapprochent beaucoup. L'abus de droit par simulation, celui qui simule est un menteur, et donc il donne un acte réel qui ne retrace pas la réalité et qui est contredit par une contre-lettre. Deuxième type d'abus de droit, l'abus de droit par fraude à la loi. C'est un montage qui met en œuvre des actes qui sont réels, mais qui ne peuvent conduire qu'à un système qui lui-même est fictif. La notion d'abus de droit par fraude à la loi avait été créée par une décision jurisprudentielle du Conseil d'État de 1981, puis insérée dans le Code général des impôts en 2008.
La notion d'abus de droit de 2008, reprise dans le Code général des impôts, reprenait le dispositif de l'arrêt du Conseil d'État en disant que l'abus de droit par fraude à la loi est un montage qui recherche le bénéfice de l'application littérale des textes, qui va à l'encontre des objectifs poursuivis par les auteurs du texte et qui n'a été aspiré par aucun autre motif qu'un motif purement fiscal. Le texte de 2008 avait cependant ajouté dans la définition jurisprudentielle de l'abus de droit du Conseil d'État le terme de décision. L'administration, prenant le pas et s'engouffrant dans cette brèche, avait donc s'était engagé dans une remise en cause de montage qui n'était pas conforme aux instructions administratives ou aux circulaires administratives. L'arrêt donc du Conseil d'État du 28 octobre 2020, on se posait la question de savoir est-ce que, en fraudant une circulaire administrative, est-ce que je fraude à la loi ? Si le Conseil d'État avait reconnu ce point, cela revenait à dire que les textes de l'administration fiscale, les circulaires, avaient valeur de loi. Or, l'administration fiscale n'a pas autorité pour légiférer. Donc, de manière assez classique, si je puis dire, le Conseil d'État a considéré que la fraude à une instruction administrative n'est pas constitutive d'un abus de droit. Nous allons changer de sujet et nous occuper un petit peu d'automobile. Vous aviez dit que j'allais carburer, c'est le cas, voilà, puisque exactement. Nous parlons de véhicules. Nous parlons des véhicules. Et chaque année, la loi de finances s'occupe de la taxation des différents étages. On a quelques petites mesures intéressantes sur le poids des véhicules. Et comme sachant bien, comme disait Obélix, que le poids, c'est l'ennemi, l'administration fiscale a trouvé des bonnes mesures dans ce domaine. Voilà, absolument, avec un durcissement du malus automobile et la création d'une taxe sur le poids. Durcissement du malus automobile, c'est dans la lignée fiscale des textes précédents. Donc ce malus automobile, on y rentre de plus en plus tôt et on paye de plus en plus cher, en résumé. On y rentre à partir de 133 grammes de CO2 en 2021. On a un plan maintenant sur 3 ans pour y rentrer dès 123 grammes de CO2 émis en 2023. Avec un plafond qui était jusqu'à présent à 10 000 €, il passe à 30 000 € en 2021 et ce plafond va jusqu'à 50 000 € en 2023 pour des véhicules qui émettent plus de 225 grammes de CO2 quand même. Ce n'est quand même pas la majeure partie du parc automobile. Voilà, absolument. Pareil pour les véhicules qui sont imposés selon la puissance fiscale, on va passer de 5 chevaux à 4 chevaux pour rentrer dans le dispositif à partir de 2023 et des plafonds qui vont aussi progressivement monter jusqu'à 50 000 €. Tous les détails dans le PDF, bien entendu. Absolument. Autre nouveauté, cette fois-ci, c'est une nouveauté, une taxation sur le poids des véhicules. On va taper un peu sur l'embonpoint des véhicules actuels, donc un petit peu de régime va s'imposer. Cette taxation est applicable pour la première immatriculation en France, c'est-à-dire que ça concerne à la fois les voitures neuves, mais aussi des voitures d'occasion que vous achetez à l'étranger, que vous faites immatriculer en France. Cette taxe est de 10 € par kilo à partir de 1,8 tonne. Il y a par contre quelques réductions pour les familles nombreuses, des véhicules et hybrides et des personnes qui ont à charge des personnes handicapées. Merci Franck. Nous avons fait le tour de l'essentiel des mesures concernant la fiscalité des particuliers de la loi de finances 2021. Merci bien sûr à nos spécialistes pour les éclairages. Sébastien, Franck, merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous invite à retrouver donc le dossier concocté par les notaires, les organismes de gestion agréés et les experts comptables sur les sites de chacun des organisateurs. Rendez-vous pour nos émissions consacrées à la fiscalité des entreprises et aux mesures prises dans le cadre de la pandémie. Merci à vous. Bonne fin de journée.